Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un privilège de vous retrouver pour cette 26e édition de votre magazine de débat. C'est politique sur la CIAC TV, alors que les couloirs de la magistrature vivent au rythme des allées et venues des personnels suite au vaste mouvement consécutif au Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l'État mercredi dernier. Il ne vous a pas échappé que le tribunal criminel spécial a vu arriver à sa tête un nouveau président, le deuxième depuis l'entrée en fonction du TCS au 16 octobre 2012. C'est l'occasion pour nous de revisiter le chemin parcouru par plus d'une décennie d'accélération de la croisade contre la corruption. Avec en fil d'Ariane une question centrale. Les choses ont-elles vraiment changé dans la gouvernance financière de l'État du Cameroun? Invité au débat ce soir des politiques, tout d'abord l'honorable Joseph Kanke. Bonsoir honorable. Bonsoir. Vous êtes député RDPC de la MIFI, membre de la commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale qui est en session en ce moment. Vous êtes par ailleurs au plan universitaire maître de conférences de droit public à l'université de Tchang. Auteur de plusieurs publications, j'en ai retenu une, la réforme de l'État par la performance. En face de vous, un autre politique, Joachim Tabiono, bonsoir. Bonsoir, Aimé Robert. Monsieur le Président de la MEC, ancien candidat à l'élection présidentielle, peut-être vous verra-t-on de nouveau défier le candidat du RDPC en 2018. J'ai dit, qui vivra verra. Alors, les habitués des prétoires sont également des nôtres ce soir. Tout d'abord, Maître Nomo Beyala. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Aimé Robert. Vous êtes avocat depuis un quart de siècle, avocat au barreau du Cameroun, et vous défendez ces dernières années les causes de l'État dans plusieurs affaires, précisément dans le cadre de la campagne d'assainissement de la vie publique lancée par le président Paul Biya. En face de vous, un autre avocat, Maître Fernand Honoré Tagoué-Mekong. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Rémi. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun depuis 17 ans. Et vous avez choisi le camp d'un certain nombre de personnalités accusées dans le cadre de cette campagne de lutte contre la corruption. C'est dire que l'un et l'autre, vous êtes au fait d'un certain nombre de dossiers brûlants dans le cadre de la croisade contre la corruption. Cette campagne d'assainissement de mers publiques qui a déchaîné jusque-là des passions et donné du grand amour à bien d'acteurs et d'observateurs. Revivons ces regards croisés dans ce verbatim que signe Rodrigue Bertrand chez nous. Le Conseil supérieur de la magistrature, à l'issue de ses travaux du 7 juin 2017, a procédé, entre autres actions, à des nominations dans le monde judiciaire. De ces vastes mouvements, parmi les nominations qui font les choux gras de la presse, figure en bonne place celle d'Emmanuel Djéré comme président du tribunal criminel spécial, en lieu et place de Yap Abdou, promu premier avocat général près la Cour suprême. Le TCS fut créé le 14 décembre 2011 dans la mouvance de la campagne de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics engagée par le président de la République sous l'appellation Opération Épervier. Normal que le départ de son président pionnier soit le prétexte à un regard panoramique sur le chemin parcouru dans la croisade contre la corruption. Le bilan de la contribution du TCS a aujourd'hui largement dépassé celui qu'en faisait le ministre de la Justice garde des Sceaux en octobre 2015 lorsqu'il disait 129 dossiers entrés dans les cabinets d'instruction avec 223 inculpations et 40 non-lieux, 41 décisions d'arrêt de poursuite avec environ 3,410 milliards de francs CFA au titre de restitution du corps du délit, 146 condamnations à des peines d'emprisonnement assorties d'amendes et de frais de justice, 78 acquittements, près de 30 milliards de dommages et intérêts prononcés en réparation du préjudice subi par l'État. Malgré ces performances aujourd'hui largement dépassées, certains ont du mal à tresser des lauriers à la campagne de lutte contre la corruption. Michel Mombio du mouvement réaliste déclare
À la lecture de certaines décisions de justice, les citoyens tombent à la renverse quand ils lisent les sommes abyssales représentant les frais de justice et autres dépenses mis à la charge des condamnés dans certains dossiers. Le recouvrement ou la récupération de ces sommes par le trésor public demeure une illusion du fait que le patrimoine des mis en cause n'a aucune corrélation avec les sommes qui sont mises à tort ou à raison à leur passif. Théophile Yimgay Moyo, homme politique, soutient que depuis la création de la CONAC, et particulièrement depuis 2013, les Camerounais ont constaté que la corruption continue de gangréner notre société. Certains de nos compatriotes continuent de défier cette institution et il devient urgent de poser la question de son efficacité, mais déjà de son destin qu'il importe de questionner. Jean Takungang du SDF en rajoute une couche. La CONAC n'a pas de réel impact sur la lutte contre la corruption au Cameroun, car la meilleure façon de ne rien faire est de créer beaucoup d'institutions sans réel pouvoir pour faire la même chose sans donner une véritable responsabilité à aucune d'elles. Il y a la CONAC, la NIF, la Chambre des comptes, les cellules dans les ministères, mais aucune parmi ces institutions n'a le pouvoir de traîner les suspects devant la justice. Ces critiques n'ont pas découragé la campagne contre la corruption qui s'est poursuivie et se poursuit dans les administrations. À la police, les ripoux ont été sanctionnés sévèrement ces dernières années. Des sanctions qui n'ont pas épargné les hauts gradés. Et sur ce plan, Martin Bargangele, le DGSN, a tenu la promesse faite à son arrivée à la tête de ce corps. Tout policier qui ira à l'encontre de la loi sera puni convenablement et ceux qui se démarqueront positivement par leur travail seront promus et récompensés. La gendarmerie n'est pas en reste. Dernière preuve en date, les décisions prises la semaine dernière à l'encontre de 2 Pandores coupables d'actes de corruption à ciel ouvert. Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense, révèle: les intéressés ont été déchargés de leurs fonctions respectives et mutés dans l'intérêt du service. Ils seront en outre traduits devant le Conseil de discipline. Une enquête judiciaire a par ailleurs été ouverte en vue de leur poursuite devant le tribunal militaire. Certaines administrations ont tout simplement coupé l'herbe sous les pieds des corrupteurs et des corrompus. Illustration, le ministère des Marchés publics, dont Abbas Sadou, le chef du département, annonce fièrement. La réforme des marchés publics a permis d'économiser 500 milliards de francs CFA en 5 ans. Tous ces efforts ont permis au Cameroun de subir avec succès l'examen du processus d'internalisation des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et Dieudonné Massigams, président de la CONAC, qui l'annonça, précisait: il s'agit là d'un indicateur fiable qui démontre que la lutte contre la corruption connaît des avancées pertinentes et que notre pays a désormais une expertise à faire valoir en la matière. Ainsi, 11 ans après la mise en route de la campagne de lutte contre la corruption, il existe des avancées et résultats qui permettent de voir le verre à moitié plein et des manquements et insuffisances qui font le verre à moitié vide. Honorable, quand la lutte contre la corruption, c'est une croisade qui date depuis l'avènement du renouveau, mais on a connu une accélération il y a un peu plus d'une décennie, au début de l'année 2006, et avec une vague d'arrestations de hautes personnalités. Et on se souvient qu'à l'époque, cette vague d'arrestations avait été accompagnée par
une espèce de consensus républicain, et même qu'au RDPC, il y a eu des meetings, des marches de soutien au président Paul Biya, l'appelant véritablement à lutter contre la corruption. Ironie de l'histoire, d'ailleurs, un certain nombre de personnalités ressources du RDPC, comme on disait à l'époque, qui, organisateurs de ces marches, allaient se retrouver quelques mois plus tard, elles-mêmes indexées. Et de cette vague de soutien, on a l'impression que plus d'une décennie plus tard, on est partagé entre une relative indifférence aujourd'hui, quand ce n'est pas carrément des contestations sur la manière dont cette opération est menée. Moi, je pense que, comme vous l'avez si bien dit, depuis le 2 février 2006, l'opération Épervier a été lancée, mais avant que cette opération soit lancée, le renouveau, comme vous connaissez très bien les principes, n'est-ce pas, est basé sur la rigueur, la moralisation des comportements. Et au niveau du RDPC, parti au pouvoir, mon parti politique, des efforts ont été faits par le gouvernement de la République. Et à partir du 2 février 2006, l'opération Épervier, n'est-ce pas, qui punit avec des peines assez lourdes, n'est-ce pas, tous ceux qui portent atteinte à la fortune publique. Je pense que ces personnalités, comme vous avez cité, sont nombreuses aujourd'hui en prison. Et je ne pense pas qu'il y a à relativiser justement cette opération, parce qu'elle continue, elle n'est pas arrêtée. Et à mon avis, chaque fois on dit ça va reprendre, et après ça reprend. Toujours est-il que cette opération, c'est un processus, et ce processus continue. Et je pense que les Camerounais sont arrivés à avoir une conclusion aujourd'hui que quand on regarde les membres du gouvernement, ceux qui exécutent le budget de l'État au quotidien, les ordonnateurs des crédits publics, les comptables publics, les gens ont peur. Les gens ont peur de toucher à la fortune publique. Et parce que les gens ont peur de toucher à la fortune publique, je pense que cette lutte s'avère efficace. De nombreuses institutions ont été créées. Absolument. La CONOR a été créée, la NIF a été créée. On va revenir sur... Aujourd'hui, je pense que cet arsenal institutionnel joue véritablement son rôle, et on ne peut pas relativiser les actions qui sont en train d'être menées contre la corruption. Président Joachim Tabioyono, vous avez la même perception 10 ans après, en prenant évidemment pour repère, pour référentiel, février 2006, avec cette nouvelle dynamique dans la lutte contre la corruption. Oui, merci beaucoup. Je voudrais corriger un peu, c'est Joachim Tabioyono. Je voudrais dire que la corruption n'existe pas seulement depuis l'avènement du renouveau. La corruption existe depuis le président Ahidjo. Et je crois que lorsque le président, au niveau du congrès de Bafoussam en 1980, le président Ahidjo c'est lui qui avait prononcé le mot rigueur et moralisation. Pour la première fois, c'était un fonds de commerce qu'il léguait à son successeur constitutionnel. C'est peut-être bien que, comme le RDPC a toujours revendiqué la rigueur et la moralisation, qu'on lui attribue aussi le début de la corruption au Cameroun. C'est tant mieux, c'est bien fait pour eux, parce que c'est pas moi qui viendrai les défendre, mais moi je sais que si la corruption n'avait pas existé, le président Ahidjo n'aurait pas parlé de rigueur et de moralisation 2 ans avant son départ. Donc, je crois que la corruption, c'est quelque chose de très difficile à combattre dans notre pays, parce que c'est ancré dans le Camerounais. C'est-à-dire le Camerounais, c'est le paraître, ce n'est pas tellement l'être. C'est-à-dire on veut montrer comment on dépasse les autres, et comment on ne peut pas avoir les preuves de ce qu'on dépasse les autres en travaillant, et peut-être parce que les salaires sont bas. Il faut donc plonger la main dans les caisses de l'État pour montrer qu'on dépasse les autres. C'est pour ça que c'est difficile à combattre, parce que ça a été comme ça depuis des décennies. C'est comme ça que nous fonctionnons. Il faut que les Camerounais reviennent au fait que c'est le bien commun qui est important. Le bien privé, vous avez 10 maisons à étage, vous avez, etc., 20 voitures. Vraiment, lorsqu'à un moment donné, vous ne pouvez rouler que dans une seule voiture, il faudrait qu'on mette ça dans la conscience des Camerounais. C'est à ce niveau-là un problème d'éducation.
sérieuse, c'est à ce niveau-là, je crois qu'on va commencer à combattre vraiment la corruption avant d'en arriver donc aux mesures coercitives. Alors, c'est dans ce contexte, Maître Mobayala, que a été créé le tribunal criminel spécial par cette loi du 14 décembre 2011. Elle a été modifiée en juillet 2012 et a une entrée effective en fonction le 16 octobre 2012. Alors, 5 ans après, est-ce que de manière globale, ainsi, une question ouverte, le TCS a été à la mesure des attentes? Merci, Aimé Robert. Je dois préciser que la lutte contre la corruption, ou tout au moins son intensification, ne date pas de la création du tribunal criminel spécial. Monsieur le député l'a dit tout à l'heure, il y a même eu une période de sensibilisation. Le chef de l'État, le président Paul Biya, lors de ses multiples adresses à la nation, cela fut à l'occasion. Évidemment, il y a eu cette période de sensibilisation. On ne va pas y revenir. Je vous interrogeais donc sur la mise en œuvre des mécanismes, des dispositifs déployés par le chef de l'État. Entre autres, donc, il y a eu ce TCS créé, nous a-t-on dit, pour accélérer la lutte en combattant notamment un certain nombre de faiblesses comme les lenteurs judiciaires. Est-ce que 5 ans après, à l'épreuve des faits, le TCS a été à la hauteur des attentes? Je répondrai par l'affirmative. Le tribunal criminel spécial a été à la hauteur des attentes du peuple camerounais, à moins qu'on ne soit de mauvaise foi. Parce que en début d'émission, vous nous avez amené à suivre un élément qui a été bien monté, bien préparé par votre confrère. Et là, il a bien précisé qu'au cours d'une conférence de presse, il y a de cela 2 ans, le ministre de la Justice, ministre d'État, garde des Sceaux, a donné des statistiques fiables. Et à ce jour, ces statistiques ont même évolué. Moi, en début d'année, j'ai mené une étude personnelle pour être l'un des avocats de l'État dans ce que l'on a appelé opération épervier. Ces statistiques ont évolué et au jour d'aujourd'hui, ces statistiques, on peut les prendre en compte jusqu'au 1er janvier 2017. Au 1er janvier 2017, le tribunal criminel spécial avait déjà rendu 150 décisions. Et sur ces 150 décisions, il y a eu des condamnations pécuniaires, à savoir les amendes et dépens, et les dommages et les condamnations aux dommages-intérêts. Je me suis amusé à entrer dans les chiffres. Le tribunal criminel spécial au 31 décembre 2016 avait déjà jugé 940 personnes et avait déjà poursuivi. 940 personnes ont été poursuivies, 304 personnes ont été jugées et les condamnations pécuniaires qui ont été prononcées par cette juridiction sont de l'ordre de 102 millions 450 102 milliards 102 milliards autant pour moi, 102 milliards 457 millions 238 998 francs. Ventilé comme... Et savez-vous, non, on va parler là, 102 milliards, ça nous suffit. Mais savez-vous
combien l'État a pu recouvrer? Oui, nous avons les statistiques. L'État, il y a eu des restitutions. Ce que l'article 8 de la loi de 2011 portant création du tribunal criminel spécial a prévu en son article 18. À titre de rappel, le législateur camerounais a prévu la restitution du corps du délit comme monnaie d'échange pour certains délinquants économiques qui veulent se soustraire aux peines privatives de liberté. Et ces restitutions au 31 décembre 2016 étaient de l'ordre de 3 milliards 556 millions 656 708 francs CFA. Et à moins d'être de mauvaise foi, on ne peut pas dire qu'à ce jour, le tribunal criminel spécial n'a pas donné des résultats. Et il y a donc également le résultat escompté même. On va revenir sur le résultat escompté. Permettez que votre confrère, lui, puisse jeter un regard peut-être sur un autre prisme. Peut-être va-t-il corroborer vos propos sur les attentes que cristallisait le TCS 5 ans après. Que pouvez-vous en dire? Je dois d'abord commencer par dire que parler de la lutte contre la corruption en s'arrêtant seulement sur le terme corruption, ça fausse la terminologie pour les juristes. Le tribunal criminel spécial, puisque de ça qu'il s'agit, ne juge pas les faits de corruption. Du moins, à ce stade du débat, nous parlerons également des autres instruments mobilisés. Je veux dire que le tribunal criminel spécial juge les faits de détournement de deniers publics. Et dans le code pénal, la corruption, c'est une infraction autonome distincte de détournement de deniers publics. Or, dans l'esprit qui avait été mis en place par les politiques, notamment par le chef de l'État dont il parle, il ne s'agissait pas seulement de lutter contre le détournement de deniers publics. Il était question, n'est-ce pas, d'enseigner les mœurs. Enseigner les mœurs implique la lutte, non seulement contre le détournement de deniers publics, mais aussi contre la corruption, également contre l'enrichissement illicite, le blanchissement d'argent et autres. Alors, je dis bien, le tribunal criminel spécial a été créé simplement pour juger les faits de détournement de deniers publics, qui est une infraction distincte des autres dont je parlais et qui également porte gravement atteinte à la moralité publique. Est-ce que le tribunal criminel spécial, 5 ans après, a été à la hauteur des attentes? De l'autre côté, on me dit oui. Oui, parce qu'on a condamné beaucoup de gens. Oui, parce qu'on a recouvré beaucoup d'argent. Mais alors, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, l'arsenal des dispositions juridiques qui avaient émaillé les textes qui ont créé le tribunal criminel spécial, il faut voir, il y avait un problème de célérité. Toute la procédure est enfermée dans des délais. Est-ce que ces délais sont respectés? Les droits de la défense, est-ce que les droits de la défense sont respectés là-bas? La présomption d'innocence, est-ce que la présomption d'innocence est respectée au tribunal criminel spécial? S'il faut faire, n'est-ce pas, tout celui... Alors, sur les délais, justement, selon l'article 9 donc, de cette loi créant le TCS est modifié. En juillet 2012, l'information judiciaire, précisément, devait durer 6 mois. Dans un délai de 6 mois. Et le législateur a été bien précis. Il dit 6 mois entre parenthèses 180 jours. 180 jours. Alors, dans les faits, est-ce que les 940 personnes passées en jugement, selon les chiffres de Maître Nomo, l'information judiciaire a été clôturée dans ce délai de 6 mois? Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'ai connu des dossiers où l'information judiciaire allait au-delà de 2 ans. Or, je suis allé jusqu'à saisir même le
le juge de l'habeas corpus pour demander la libération immédiate des personnes poursuivies parce que, effectivement, dans le code de procédure pénale, il est bien dit que lorsque vous ne pouvez pas clôturer votre information judiciaire au-delà, dans les limites fixées par la loi, c'est-à-dire 6 mois pour les délits renouvelables une seule fois et renouvelable 2 fois pour le crimes, c'est-à-dire 18 mois, alors le texte dit vous êtes obligé, c'est-à-dire vous, le juge, êtes obligé de mettre l'inculpé en liberté. Au tribunal criminel spécial, le texte ne vous dit pas de le mettre en liberté, on dit seulement que si vous dépassez, vous juge, vous êtes passible des sanctions disciplinaires. Et c'est la réponse qu'on m'a donnée lorsque le juge d'instruction dans mon dossier a prorogé le mandat de détention provisoire dans les limites anormales. C'est une détention anormale longue. Je suis allé à la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour suprême. On m'a dit que non. La loi ne dit pas que cet acte de détention est nul. On dit seulement que celui qui a débordé est passible des sanctions disciplinaires. Alors, qui doit sanctionner? La sanction, c'est qui? C'est le justiciable? Alors, il y a l'information judiciaire, mais il y a également la décision définitive. Elle-même, là également, il y a des délais. 9 mois maximum, il me semble. Non, la juridiction du jugement. À la juridiction du jugement, on dit le tribunal criminel spécial a 6 mois pour... Oui. Mais on peut ajouter 3 mois. Non, je dis à 6 mois. Attendez. La juridiction du jugement a 6 mois pour rendre la décision. Si au bout de 6 mois, ils n'ont pas pu, quand on dit ils, parce qu'ils sont 3 magistrats ici, puisqu'on statue en collégialité, alors ils doivent demander au président de la juridiction l'autorisation de prolonger de 3 mois supplémentaires. Et ça, c'est un délai, parce que le président de la juridiction ne peut accorder cette prolongation de 3 mois qu'une seule fois. Nous sommes, je suis dans une procédure où nous sommes devant le tribunal criminel spécial depuis bientôt 4 ans. Et pour vous dire, les juges n'ont même pas eu la courtoisie de demander cette autorisation au président du tribunal afin que le... Oui, bien sûr. Oui. Oui, je voudrais réagir face aux déclarations de mon confrère. Je parle avec une certaine conviction parce que depuis l'ouverture de cette juridiction, je me suis occupé d'un certain nombre de dossiers. Il accuse le tribunal, surtout les juges du siège, de ne pas respecter les délais impartis par la loi. Je voudrais préciser ici que rendre justice n'est pas du tout facile. Le juge ne peut pas être à un moment donné celui-là qui applique de manière automatique, de manière automate les décisions de justice. Nous sommes soucieux du respect de la loi. Mais ce que je voudrais rappeler à mon confrère, c'est que le plus souvent, c'est nous-mêmes plaideurs, surtout lorsque nous nous retrouvons du côté de la défense, qui créons toutes sortes de manœuvres dilatoires. Je vais vous prendre le cas d'un dossier il a parlé d'un dossier qui est pendant depuis 4 ans. Je peux dévoiler ce dossier, confrère. Je m'imagine qu'il s'agit de l'affaire État du Cameroun, ministère des Forêts contre Capture Tagne et autres, ayant pour civilement responsable Afriland Bank Cameroun. Dans cette affaire, les confrères qui occupent pour les accusés ont multiplié tellement de recours au point qu'à ce moment précis, la procédure, un recours intenté par un confrère, un pourvoi à la Cour suprême, a bloqué le dossier depuis plusieurs mois. Et je voulais donc dire qu'on doit tenir compte d'un certain nombre de réalités. Au tribunal criminel spécial, qu'on soit en phase d'instruction ou en phase de jugement,
il peut s'avérer que pour des besoins de bonne administration de la justice, qu'on prononce même des commissions rogatoires qui devraient intervenir hors du Cameroun, et cela va prendre du temps. Alors, et si les juges du tribunal criminel spécial passaient outre les demandes le plus souvent introduites par les plaideurs eux-mêmes, on accuserait ce tribunal de non-respect des droits de la défense. Ok, c'est entendu. Alors, vous répondez, et puis l'honorable Kanga. Je dois dire, il n'y a aucune excuse que l'on peut avancer dans le cadre ou bien à l'occasion de la violation d'une loi. Violation des textes de loi qui ont été... Parce que c'est même une injure, c'est même un manque de respect, n'est-ce pas, aux députés qui sont allés voter cette loi à l'Assemblée nationale. Que l'on se trouve, n'est-ce pas, en train de dire que non, oui, la loi a dit ceci, mais on a été obligé de la violer parce que il y a eu, je dis, là, dans un État qui se dit de droit, comme le Cameroun, on devrait se garder de tenir, n'est-ce pas, de tenir ce genre de propos. Deuxièmement, excusez-moi, monsieur, je dois vous dire, on vous dit que il y a des avocats qui multiplient des procédures dilatoires. Toutes les exceptions, encore que toutes les exceptions au tribunal spécial, la loi dit qu'elles sont jointes au fond. Sauf celles qui touchent au problème de nullité d'ordre public. Alors elles sont déférées à la Cour suprême et la loi impartit un délai de 15 jours au juge de la Cour suprême pour statuer sur ces exceptions-là. Alors, si le dossier doit aller passer une année, 6 mois à la Cour suprême, alors qu'on continue de dire que c'est parce que les avocats... Alors, messieurs, on va sortir de votre duel, on va revenir à vous, le temps d'interroger l'honorable, puisque justement, c'est vous qui avez voté cette loi. Est-ce que 5 ans après, au regard de la pratique, il n'est peut-être pas temps de peut-être penser à revoir, notamment sur les délais, parce que précisément le TCS avait été mis en place et vanté à l'époque comme une juridiction qui allait précisément pouvoir accélérer les procédures. Mais si dans les faits, ces 6 mois au bout desquels doivent être clôturées l'information judiciaire ne sont pas toujours pratiques au regard d'un certain nombre d'aléas et de variables. Un grand administrateur de ce pays avait dit que la loi est faite par les hommes et peut être refaite par les hommes. Je voudrais tout simplement dire que aucune loi n'est parfaite, parce que l'homme qui l'élabore n'est pas parfait. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé de parler quand même du processus. Et dans ce processus, alors si la loi n'est pas parfaite, mais est-ce que les hommes ne doivent pas, s'astreindre à l'appliquer autant que faire se peut? On essaye de l'appliquer, et de l'application de cette loi qu'il s'agit. Mais je voudrais quand même dire que la lutte contre la corruption au Cameroun ne se limite pas à un débat, n'est-ce pas, au niveau du TCS. Et il y a d'autres institutions. Nous avons le Conseil de discipline budgétaire et financière. Nous parlerons de ces institutions. Nous parlerons de ces institutions. Non, moi, je ne pense pas qu'il faille réduire justement cette lutte contre la corruption, n'est-ce pas, ce duel entre avocats. Mais il se trouve qu'un certain nombre de personnalités passent par les mailles du TCS. Donc, on est obligé d'en faire un palier important de notre débat. Oui, c'est un palier important de notre débat. Et je voudrais dire que la loi est faite par les hommes. Et ces hommes n'étant pas parfaits, la loi peut ne pas être parfaite. Mais elle est appelée à être parfaite. C'est pour ça que la lutte contre la corruption est inscrite dans une sorte de processus. C'est depuis le 2 février 2006 que l'opération Épervier a été enclenchée. Et cette opération suit son cours normal. Alors, si on nous invite demain à revoir une autre loi ou à adopter une autre loi concernant la lutte contre la corruption, n'est-ce pas, c'est notre travail de législateur de le faire. C'est pour cela que la réflexion, n'est-ce pas, est dense, elle est dynamique, puisque la corruption, comme vous l'avez si bien dit, n'est-ce pas, dans l'introduction de votre propos, est encore là. La corruption n'est pas finie. C'est une pieuvre. Voilà. Alors Maître Nomo a parlé. C'est assez compliqué. Maître Nomo a parlé des sommes recouvrées. Dans le cadre de la lutte contre les détournements des deniers publics. Il faut dire que dans l'intervalle, il y a eu ce décret du 4 septembre 2013 qui fixait les modalités de restitution du corps
du délit et on parle de 3 milliards, c'est cela maintenant recouvré. 500 millions. 3 milliards 500 millions déjà restitués. Le reste est à recouvrer. Et donc justement sur ces sommes, Monsieur le Président, ça laisse dubitatif un certain nombre d'observateurs qui, quand ils font le rapport entre les sommes avancées sur les détournements, sur le préjudice subi par les populations, et quand on voit ce qui est restitué, ce qui va être recouvré, ça laisse dubitatif un certain nombre d'observateurs. Oui, merci beaucoup. Je voudrais un peu revenir rapidement au débat de tout à l'heure. Je crois que l'honorable est en face de moi. On a eu à modifier la Constitution, peut-être parce qu'on disait que la vacance à la tête de l'État ne pourrait pas se faire en 3 mois. On a changé. Bon, il ne faut pas qu'on change seulement, qu'on modifie les textes seulement quand il s'agit de la vacance à la présidence de la République. Je crois qu'on peut modifier. Si on voit que le juge ne peut pas s'en sortir dans les délais prescrits, on peut rallonger. Je crois que si ce n'est pas l'objet d'un projet de loi, je crois que les députés peuvent faire des propositions de loi. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois que moi, je suis un homme politique, c'est-à-dire j'essaie d'être pragmatique. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement, je le disais déjà en 1997, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, qu'il faut recouvrer les fonds détournés. C'est plus important pour le petit Camerounais parce que lorsqu'on récupère, ça nous importe très peu, même si c'est du domaine de la loi, que les gens soient en prison. Et on a vu à un moment qu'on est allé les filmer là-bas, et c'est comme si c'était une affaire de personnes pour ridiculiser certains individus. Nous voulons que l'argent détourné soit reversé dans les caisses de l'État. Et il y a se pose un autre problème, c'est que au Cameroun, on parle de l'unicité de caisse. Ça veut dire qu'il y a un flou artistique, on ne sait pas. L'argent les 3 milliards par exemple dont il parle, que ce soit beaucoup ou peu, l'argent là va dans quelle caisse? Nous aimerions voir que la route par exemple Babadjou-Bamenda a été faite à partir de l'argent restitué à partir de telle ou telle personne qui ont été jugées et qui ont restitué leur argent. Nous voulons que ces choses-là soient concrètes. Parce que ce n'est que des chiffres et on ne sait pas, ça va dans quelle caisse, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est redétourné? Ça peut encore être redétourné parce que personne ne contrôle. Est-ce qu'il y a une instance qui contrôle le tribunal criminel spécial en ce qui concerne les fonds détournés pour être sûr que quand ça a été récupéré, voici ce qu'on en fait, quitte à créer encore d'autres problèmes de détournement. C'est ça que je ne dis pas qu'on détourne là-bas, mais nous, les hommes politiques, nous voulons être sûrs de ce qu'on fait avec l'argent une fois qu'il est récupéré. Parce que c'est plus important pour nous que de voir des gens en prison et qui ne restituent pas l'argent. C'est autre raison publique et ça accroît les ressources financières de l'État. Alors, maître, honorable, on a entendu d'autres acteurs dire que plutôt que de chercher après à condamner, à essayer de recouvrer, il faut absolument empêcher les gens de détourner. Mais il y a parfois un système permissif qui fait qu'on laisse faire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est au bout de la 17e année qu'on revient sur des crimes économiques qui ont été faits. Et après, on va mobiliser une énergie incroyable pour recouvrer. Et on va donc tomber sur des miettes. Il y a toute une procédure. Quand un ordonnateur ou un comptable public est soupçonné d'avoir détourné les deniers publics, alors pour l'ordonnateur, il peut être traduit devant le conseil de discipline budgétaire et financière. Et pour le comptable public, il peut être traduit devant la chambre des comptes, de la Cour suprême. Et la procédure peut prendre le temps qu'elle prend. Heureusement, on aboutit toujours, n'est-ce pas, à des conclusions. C'est-à-dire qu'on arrive à prononcer des peines contre l'ordonnateur, on prononce des DB. Mais il y a des compatriotes qui disent que ça arrive trop tard, quand le préjudice est totalement consommé. Il y a une institution comme l'ANIF. Quand l'ANIF fait une déclaration de soupçon, il faut vérifier maintenant pour voir, il faut faire des investigations pour voir si effectivement ce dont on accuse un ordonnateur ou un comptable public est vrai. Et ça prend du temps.
l'État travaille au quotidien. Qu'est-ce que vous répondez Donc, à on ne peut pas cette... dire que la procédure est très longue. Non, pas la procédure, c'est-à-dire l'enclenchement de la procédure arrive trop longtemps après l'infraction, si on peut dire ainsi. Oui, après l'infraction, parce qu'on constate l'infraction à un moment bien précis. On constate parfois 15 ans après. Oui, ben, peut-être dans le contrôle. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le budget de l'État, il y a son exécution. Il y a le contrôle de l'exécution du budget de l'État. Et dans le cadre de ce contrôle, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour contrôler l'exécution du budget de l'État. Et c'est l'une des raisons pour Et d'où ma lesquelles- question, pourquoi c'est 15 ans après qu'on revient sur des infractions commises ça dépend du dès la moment. 3e année? Non, ça dépend du moment auquel on découvre qu'effectivement, quelqu'un a détourné l'argent. Et s'il faut partir peut-être des déclarations de certaines presses, tel a détourné, et qu'on arrête ce monsieur le lendemain, mais on peut se retrouver dans des travers, je dirais, impossibles. C'est la raison pour laquelle ça prend du temps. Il faut faire des investigations. Oui, vous allez Il faut intervenir. être sûr que la On fait. personne poursuivie a vraiment Oui, président. des deniers publics. Oui, je voulais juste donner un fait ici pour vous montrer combien c'est profond ce que nous disons. En 2013, j'étais candidat aux législatives dans mon département d'origine. Alors, j'ai pu avoir des documents d'un gestionnaire de crédit qui était en face de moi, dans la liste d'en face, et qui avait été condamné pour 2-3 milliards. Et lorsque j'ai porté ce fait pour annuler ce scrutin, pour que ce monsieur ne soit pas à l'Assemblée et que moi je sois dehors, et le comble c'est que c'est le président de la Chambre des comptes qui était rapporteur. C'est-à-dire qui a étudié le dossier et qui a dit que mon recours n'était pas recevable. Et ce monsieur est à l'Assemblée. Voilà des faits, j'ai des documents ici. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que donc on lui donne les moyens de continuer à vivre? Quelle est la différence entre lui et ceux qui sont en prison? C'est ça La différence, c'est qu'il est à l'Assemblée. Bon, mais il n'aurait pas dû être à l'Assemblée parce qu'il y avait des éléments qui prouvaient qu'il ne devait pas y être. Il était comme les autres. Oui, Maître Nomo. Oui, je voudrais préciser que le législateur a prévu un certain nombre de dispositions relatives aux poursuites, relatives au jugement des délinquants. Et s'agissant de pour revenir à votre question, Sur l'opportunité de poursuite. non seulement l'opportunité, je ne parlerai pas de l'opportunité des poursuites. L'honorable vous a bien dit tout à l'heure que pour poursuivre un citoyen, il faudrait bien qu'on constate d'abord la réalisation de l'infraction. Et les détourneurs ne seront jamais des enfants de cœur. Quel est ce détourneur qui va détourner et prendre les preuves le lendemain pour aller les délivrer à la police pour qu'ils soient Maître, poursuivis? on a connu quand même dans l'espace public Laissez-moi continuer, Aimé Robert. On a connu dans l'espace, c'est ce qui se dit dans les mais on voit ailleurs, dans d'autres démocraties, une simple dénonciation dans la presse, une enquête préliminaire est ouverte, quitte à ce qu'elle ne débouche sur rien. Les dénonciations sont prises en compte au Cameroun. Et encore que la loi de 2011, modifiée par celle de 2012, à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, a prévu la dénonciation comme l'un des modes d'enclenchement de la saisine du tribunal criminel spécial. Et je vous dirais que ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Autant la corruption n'est pas l'apanage du Cameroun, autant ces mécanismes ne sont pas, ou ces retards ne sont pas l'apanage du Cameroun. Je vais vous prendre un cas actuel. Référons-nous au cas du Brésil. Il y a eu une procédure de destitution enclenchée contre l'ancienne président de la République du Brésil, Dilma Rousseff. Et au moment où on enclenchait cette procédure,
son vice-président qui activait même, qui était pour cette procédure, était fortement impliqué dans le même processus de corruption, dans ce scandale Petrobras. Et c'est après coup qu'on va réaliser, qu'on aura les preuves de ce qu'il y a eu des écoutes qui établissaient la correspondance entre le président actuel et un témoin et un condamné, vous voulez son implication dans ce... Alors vous voulez donc démontrer que... Non, je voudrais démontrer que, comme l'a dit le député, tout dépend de l'heure ou du moment de la découverte des indices, de la réalisation de l'infraction. Et dès lors que ces indices sont découverts, il faut donc enclencher le processus des poursuites. On va écouter Maître Noé sur le sujet. Si j'ai bien compris, la question d'Aimé Robert, c'était comment pouvait-on faire en sorte qu'on n'en arrive même pas à la délinquance? Comment pouvait-on faire en sorte qu'on ne puisse pas découvrir lorsqu'on a déjà détourné? On a un certain nombre de mécanismes. Vous avez le contrôle supérieur de l'État. Ça a toujours existé. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait dans la formation des administrateurs civils à l'ENAM 2 sections. Ceux qui étaient formés pour le commandement et ceux qui faisaient économie et finances, qui étaient formés essentiellement pour le contrôle des gestionnaires publics. Alors, le contrôle n'est pas alternatif, il est permanent. Lorsque quelqu'un, un gestionnaire, un comptable, sait que tous les 6 mois il sera soumis à un contrôle, il va faire attention. Mais si vous le laissez 5, 10 ans plus tard, qu'on commence, n'est-ce pas, à dire, mais attention, les indices c'est quoi? C'est quand il a construit une très belle maison, on dit, allons voir, n'est-ce pas, où est-ce que ce monsieur a pris cet argent. Et quand vous venez, vous trouvez effectivement qu'il a pris l'argent. Mais c'est trop tard, vous aurez pu. On aurait pu, par un contrôle, un système de contrôle permanent, l'empêcher effectivement de plonger la main dans les caisses de l'État. Je dois vous dire, quand je parlais tout à l'heure de l'enrichissement illicite, un système de contrôle permanent, effectivement, éviterait l'enrichissement illicite. Moi, je voudrais dire au maître que quel que soit le contrôle, les gens en viennent toujours à commettre des infractions. Non. Et quelle que soit la nature du contrôle. Vous savez, moi je suis député à l'Assemblée nationale et nous contrôlons l'action du gouvernement au quotidien. Je suis en même temps membre de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Et en cette qualité, nous sommes des rapporteurs spéciaux des dépenses publiques. Nous avons la possibilité de contrôler sur place et sur pièce l'usage dont font les gestionnaires des crédits publics. Nous, on descend et on rentre parfois avec un contrôle qui n'a pas abouti à un détournement des deniers publics, mais après, on se rend compte qu'il y a eu des détournements, vous comprenez? Et même au niveau de l'exécution des marchés publics, c'est très difficile. Vous êtes président du comité départemental de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public. Vous descendez sur le terrain, vous voyez les malfaçons. Vous voyez, c'est-à-dire dans les malfaçons, il y a des détournements de deniers publics qui se font. Je parlais effectivement. Une salle de classe, ou bien de faire un banc, il fait très mal le banc, ou bien il construit très mal la salle de classe. Vous voyez des fissures qui se font après 1 an d'utilisation de la salle de classe. Y compris au cœur de la capitale, les fissures sur les bâtiments officiels. Alors, je voudrais, monsieur... Avec votre permission, je voudrais simplement parler effectivement des compétences. Les marchés qui ont été reçus par les commissions. Nous parlons du tribunal criminel spécial. Il y a au tribunal criminel des dossiers où à un citoyen, nous sommes 22 millions de Camerounais. Il y a des dossiers à un seul citoyen, on réclame 60 milliards. Vous pensez que s'il avait été l'objet d'un contrôle permanent, il serait, encore que lorsque on
on voit, n'est-ce pas, comment ça s'est passé. C'est pendant au moins une période de 10 ans. Parce qu'après 10 ans, même, il y a la prescription. Alors, vous pensez que s'il avait fait l'objet d'un contrôle permanent, alors, monsieur, je vous propose... il serait arrivé à 60 milliards. Alors, pour vous dire... Le contrôle effectivement permanent. L'État est là, l'État veille. Oui, mais seulement au niveau de ce contrôle. C'est là, au niveau du contrôle permanent, qu'on peut effectivement détecter les actes de corruption. Mais honorable... On peut corrompre les contrôleurs. Et puis, il y a aussi un problème de mais compétence. l'État contrôle. Nous avons, n'est-ce pas, des témoins qui viennent au tribunal criminel spécial. Des gens qui sont au contrôle supérieur. Dedans, vous avez... On demande, monsieur, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? J'étais instituteur, je suis professeur, je suis chargé d'études. Alors, je dis qu'il y a une section à l'ENA qui forme des spécialistes pour cela. Alors, messieurs, un instituteur n'est pas... Messieurs, on va poursuivre dans un instant. Je vous propose d'écouter, pour montrer la détermination du président pour lui à lutter contre la corruption, une détermination qui ne date pas d'aujourd'hui. On va écouter plusieurs petites phrases du président Paul Biya qui s'étalent dans le temps en guise d'éclairage dans cette édition de ces politiques. Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. J'invite donc les Camerounais à se mobiliser pour lutter pour la bonne gouvernance, c'est-à-dire contre la corruption. J'ai saisi cette occasion pour dire que j'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Ceux qui se sont enrichis aux dépens de la fortune publique devront rendre gorge. Le détournement des fonds publics se fait, faut-il le rappeler, au détriment de la communauté nationale. Je voudrais aujourd'hui, très solennellement, dire qu'il faut que cela cesse. Alors, messieurs, voici des déclarations fortes du président Paul Biya. C'est une mise en contexte pour démontrer que, à l'époque, tout le monde a applaudi des deux mains. Maître Nouméa, il y avait une espèce de consensus républicain de lutte pour lutter contre la corruption. Et lorsqu'on interpelle un certain nombre de personnes présumées innocentes, bien sûr, finalement, c'est tout le monde qui se présente comme innocent, comme objet de tracasserie, comme objet d'épuration. Bon, à la fin, qui a donc détourné toutes ces sommes qui se seraient volatilisées si à la fin personne n'est coupable? Aimé Robert, il s'agit d'une manifestation de la mauvaise foi de certains Camerounais. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont poursuivis, la plupart de ceux qui ont détourné des dizaines de milliards ont des familles. Ils ont eu à entretenir un certain nombre de personnes. Beaucoup ont occupé de hautes fonctions au niveau de l'appareil de l'État. Ils plaçaient des gens dans des nominations et il s'est créé une relation de sympathie entre ces gros détourneurs et ceux qu'ils soutenaient. Et ce qui fait que lorsque l'appareil de l'État, dirigé par le président de la République, engage une répression sévère contre ces détourneurs de deniers publics, il ne peut plus y avoir unanimité parce que un haut commis de l'État, je tais son nom, a eu à nous dire devant le tribunal criminel spécial
qu'il a été le fabricant, c'était l'expression, de plusieurs hauts cadres de l'État. Alors, quand il le dit, allez donc chercher à savoir quelle relation continue d'exister entre ces hauts cadres qu'il a placés, et c'est pour cela qu'on ne pouvait donc plus avoir unanimité. Un petit exemple. Un ministre qui gère un ministère où il place les siens comme gestionnaire de crédit, il distribue les marchés, mais le jour où il est mis aux arrêts, mais voilà tout un clan qui ne va plus applaudir le chef de l'État. Ne vous posez donc pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette opération ne fait plus l'unanimité. Alors, dans la conduite des procédures, certains de ces accusés disent qu'ils bénéficient non pas de la présomption d'innocence, mais de la présomption de culpabilité, dans la manière dont les procédures sont menées. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je m'inscris en faux contre ces déclarations. Si tous les Camerounais, les débats sont publics, si tous les Camerounais pouvaient avoir la curiosité de s'intéresser aux différents débats, c'est-à-dire aller fréquenter les prétoires, suivre les débats, encore que le nouveau code de procédure pénale, c'est à tort que je l'appelle nouveau, parce que nous l'appliquons depuis 11 ans, encore que ce code de procédure pénale est clair. Lorsqu'un accusé en matière d'atteinte à la fortune publique, et c'est une infraction qui peut être criminelle ou délit, est devant la barre. Le processus d'interrogatoire est clair. On vous interroge, vous répondez aux questions, on rapporte les preuves, et tout commence par l'enquête préliminaire. Les enquêteurs, parce qu'au niveau du... Ok, c'est entendu. Permettez à votre confrère également d'être votre contradicteur. Déjà, nous ne pouvons pas vibrer, n'est-ce pas, sur la même longueur d'onde, tant plus que moi je défends les personnes poursuivies, lui il défend l'État qui est victime. Merci de le reconnaître. Oui, effectivement, la victime, effectivement, du détournement de deniers publics, c'est qui? C'est la société camerounaise, c'est l'État. Puisque c'est les caisses de l'État qui... Nous disons, le problème n'est pas sur la réalité du détournement ou pas. Le problème qui est posé est de savoir... Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la présomption de culpabilité. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que ces personnalités disent. Qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. Avec eux, on se comporte comme c'était la présomption de culpabilité. Déjà, dans beaucoup de procédures, comme il invite les Camerounais à venir au tribunal, mais moi aussi je les invite à venir, ils vont constater que la charge de la preuve là-bas est renversée. C'est-à-dire, habituellement, lorsque vous êtes accusé devant une juridiction, c'est le ministère public qui vous démontre que vous avez fait. Et c'est après cette démonstration qu'on vous invite. Ça, c'est l'article 307 du Code de procédure pénale. Qu'on vous invite, en application de l'article 308 du même texte, de prouver que, de vous défendre. Alors, devant le tribunal, on n'arrive même pas à vous dire que vous avez fait, mais on vous dit, c'est vous qui prouvez, c'est vous qui êtes invité à prouver que vous n'avez rien fait. Prenez, n'est-ce pas, le texte sur la restitution du corps du délit. Mais n'oubliez pas que il y a des personnes qui restituent pas parce qu'elles se sentent coupables, mais tout simplement parce qu'elles évitent d'aller en prison. En ce temps-là, le procès n'est plus équitable. Je vais vous prendre, n'est-ce pas, l'exemple du dossier, du dossier du Bapes et autres. Vous savez qui avait payé, ceux qui ont reçu le corps, vous savez qui a payé pour eux? C'est le ministre lui-même. Ont-ils été obligés, forcés? Le problème n'est pas
le problème n'est pas la foi, le problème est au niveau de l'angoisse existentielle. Vous ne pouvez pas. Alors, vous ne pouvez pas, même si vous vous sentez innocent, et que la famille peut cotiser de l'argent pour vous mettre hors de cause. Évidemment, tous vos clients plaident... Un autre aspect, oui. C'est que lorsque vous restituez le corps du délit, on inscrit quand même dans votre casier judiciaire parce que... C'est la loi. Oui, c'est la loi. Parce que là, on applique l'article 30 du Code pénal sur le... Non, maître, moi j'allais vous interroger pendant que tout cela va vous revenir. Évidemment, la plupart de vos clients plaident non coupables, même si, vous le dites bien, même ceux qui ont restitué le corps du délit. Mais est-ce que quand même, dans le secret de votre étude, certains vous disent que voici la vérité vraie, pour ainsi dire. Mais pour les besoins de la justice, je plaide non coupable. Je dois vous répondre sans phare. Dans la plupart de ces procédures-là, vous avez, n'est-ce pas, des auteurs principaux, vous avez ceux qu'on appelle des complices. Il y a eu un dossier dans lequel nous étions deux confrères, nous sommes allés nous agenouiller devant l'auteur principal en prison pour qu'il accepte d'aller devant le juge d'instruction dire la vérité. Il avait envoyé sa secrétaire faire un recouvrement de 100 millions de francs quelque part. On était vendredi. La pauvre qui allaitait même son bébé est arrivée. Patron, donne-moi la décharge. Attends, je suis occupé. Attends, je suis occupé. Vers 20h, il pique 30 000 francs. Il donne, bon, elle paie ton tension, on verra ça lundi. Lundi matin, on l'arrête. Lundi matin, on arrête le patron. Et parmi, n'est-ce pas, les sommes qu'on lui réclamait, il y avait les 100 millions. On s'est rendu compte, la seule trace était celle de la secrétaire qui était en prison, avait lui comme complice. Il suffisait, il avait suffi pour lui, qu'il accepta que, oui, c'est moi qui l'ai envoyé, il m'a apporté cet argent, je l'ai mis de côté. Et il a accepté, ce patron-là? Ah oui, par la grâce de Dieu, parce qu'effectivement, nous l'avons mis face à sa conscience. C'est pour vous dire, oui, je vous dis, l'avocat que je suis, dans un costume habillé comme ça, je me suis habillé. Et c'est pour vous dire que ils sont nombreux. Si les auteurs principaux, parce que quand on arrête un ministre avec tous ses collaborateurs, les collaborateurs qui l'accompagnent comme complices, en réalité, quand on cherche au fond, ils sont des innocents, parce que ce sont des gens qui ont... Certains. Parce que d'autres parfois ont même contribué à l'inverse, souvent à couler le ministre ou le DG. Quand on creuse, on se rend compte. Mais à la fin, ils sont tous condamnés de la même manière. Je voudrais répondre avec force de taille à votre question de tout à l'heure. Ouais. Vous avez posé la question de savoir si les déclarations de certains accusés, si nous partageons l'avis de la plupart des accusés, qui estiment que on leur applique la présomption de culpabilité plus que de leur... appliquer la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Les statistiques. Je vous ai fait savoir à l'entame de cette émission que j'ai mené une étude personnelle. Les statistiques des 5 années du tribunal criminel spécial sont claires. Quand je vous dis que il y a eu, je prends grosso modo les chiffres, il y a eu au 1er décembre, ou tout au moins au 31 décembre 2016, 940 personnes déjà poursuivies par le tribunal criminel spécial. Sur les 900, 304 ont été jugés. Et sur les 304 jugés, il y a eu moins de 200 condamnations. Alors là, est-ce qu'on peut donc dire que le tribunal criminel spécial fait application de la présomption de culpabilité au lieu d'appliquer la présomption d'innocence?
Je dirais que non, avec les détails. Il y a un certain nombre de vos confrères, comme l'ancien bâtonnier Maître Tchunga, dans un ouvrage qui a parlé d'un certain nombre de dysfonctionnements de cette campagne de lutte contre la corruption, et il indexe notamment le fait que les mises en détention provisoire soient systématiquement refusées, les demandes de mise en détention provisoire soient des mises en liberté provisoire. De mise en liberté soient systématiquement refusées, à l'exception de quelques rares cas. Pour lui, il pointe cela comme un dysfonctionnement majeur. Ce n'est pas, à mon avis, un dysfonctionnement majeur. Lorsque nous nous retrouvons devant le tribunal criminel spécial, en matière de détournement des fonds publics, il s'agit souvent des sommes colossales. Alors, et parfois, pour mettre la main de certains accusés, il faut aller les chercher dans des trous. Et le fait, prendre le risque de mettre ces gens en liberté pendant le cours de leur jugement, vraiment ne serait pas de bonne loi, parce que nous avons vécu des cas. Certaines personnes qui ont été notifiées d'une convocation, le lendemain se sont retrouvées hors des frontières du Cameroun. Ok, c'est entendu. Alors, 11 ans après, évidemment, je redis que la lutte contre la corruption, c'est depuis toujours, mais il y a une accélération majeure en prenant pour référentiel février 2006. Est-ce que, en observant de manière empirique la gouvernance de l'État a changé, la gouvernance financière de l'État s'est améliorée au regard de ces arrestations, de ces condamnations, de tous ces dispositifs mis en place? Oui, peut-être qu'on n'a pas encore atteint le point où les choses devraient changer fondamentalement. Parce que j'ai dit au début que la corruption est tellement entrée dans nos mœurs qu'on ne peut pas l'enrayer comme ça parce qu'on a arrêté 10, 20, 30 personnes. Je crois que même le président de la République l'a reconnu, c'est une œuvre de longue haleine. Mais c'est déjà bien que le tribunal criminel spécial existe et qu'il continue à travailler. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que je vois un peu la mauvaise foi des gens qui sont accusés. Parce que Maître a dit tout à l'heure que pour que quelqu'un accepte qu'il a fait quelque chose pour une petite occasion, il a fallu qu'il se mette à genoux, que les conseils se mettent à genoux. Mais je crois que c'est ça le problème du Cameroun, c'est que les gens ne sont pas suffisamment honnêtes pour reconnaître même qu'ils ont détourné. Et peut-être renvoyer la balle à l'État. Je prends un exemple. Quand on dit dans les textes de nomination que l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature, prévu par la réglementation en vigueur, on peut déterminer cette réglementation en vigueur là où on est et on peut déterminer qu'est-ce qui est avantage de toute nature. Parce que quand on dit toute nature, on pouvait dire les avantages prévus par la réglementation en vigueur. Mais quand on dit de toute nature, il y a déjà, on ouvre déjà, voilà. Et d'un et de deux. Pourquoi pensez-vous que les gens, si on vous nomme là, pourquoi pensez-vous que les gens de chez vous viendront danser? On n'a jamais interdit ça. Quand on nomme un ministre, la minute qui suit, il y a déjà les tam-tams là-bas, c'est pour le village. Ça veut dire qu'on dit, votre tour est arrivé pour manger. C'est quelque chose qui est ancré dans l'esprit des gens. Tant qu'on n'aura pas enlevé que ce ministre que vous fêtez là, si c'est un ministre des routes, il devra faire les routes aussi à l'extrême nord et à l'extrême sud, à l'est et à l'ouest. Ce n'est pas seulement dans votre village. Et le plus souvent, quand le salaire des ministres, je ne sais pas combien ça vaut, mais je sais que ça ne doit pas valoir grand-chose maintenant avec les crises et tout ça. Mais où pensez-vous que le ministre trouvera de l'argent pour aider les gens qui viennent le voir tous les matins? Donc, ces gens-là auraient pu, certains, dire que oui, moi j'ai détourné, mais vraiment j'étais contraint parce que, on me disait que j'avais droit aux avantages de toute nature, et de deux, c'est comme ça que tout le monde fait. Le tour de mon village était arrivé, monsieur le président du tribunal criminel spécial, le tour de mon village était arrivé, c'est pour ça que j'ai fait ça. Peut-être on lui accorderait des circonstances atténuantes. Mais j'ai l'impression quand même que Maître Béala, il y a un accusé qui a quand même tenté d'aller vers cette voie, qu'il a développé son village, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, mais
Oui, il y a... Ça n'a pas prospéré. Ce n'est pas pour autant qu'il a eu la magnanimité du tribunal. Ça ne saurait prospérer. Bon, nous sommes astreints à l'obligation de réserve et même au secret professionnel. Évidemment, évidemment. Nous ne sommes pas devant ce plateau pour dévoiler les noms de tels accusés. Du tout. Oui, mais pas besoin de jeter des noms en pâture, mais au moins, on peut quand même relater un certain nombre de faits. Un certain nombre de faits. Justement, il y en a même qui ont souvent excipé le fait que c'est la haute hiérarchie qui avait donné des instructions de sortir tel montant, mais dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve, et même s'il y avait eu un ordre, il s'agit d'un ordre manifestement illégal, un patron ne devrait pas demander à son subalterne d'enfreindre de manière flagrante la loi et que le subalterne obtempère. Cela ne saurait constituer une excuse absolutoire de responsabilité pénale. Alors, non, cela ne saurait constituer... Moi, je voudrais dire qu'on n'a jamais nommé un ministre pour qu'il développe son village. Le ministre est là pour s'occuper de l'intérêt général. Le ministre est là pour s'occuper... Mais c'est un détournement. Chez vous. Non, c'est un détournement. C'est un détournement du sens à donner, n'est-ce pas, un décret de nomination. On vous nomme pour vous occuper des Camerounais, sans distinction de région, de département, de religion. Vous vous occupez de l'intérêt général. Et quand il y a des fêtes au village, ce n'est pas... La question honorable est que est-ce que la gouvernance financière s'est améliorée? Vous avez posé cette question. Oui, vous pensez que c'est amélioré? Oui, parce que pour certains, la perception est nièvre. Qu'on continue d'arrêter des gens par fournaises entières, on va encore en arrêter. Moi, je vais vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un jour où les gens ne vont pas détourner. Même dans les grandes démocraties, ce sont des situations que nous vivons. C'est la raison pour laquelle la lutte est nécessaire et une lutte permanente. Et l'État ne dort pas. Et c'est pour ça que des institutions sont créées tous les jours pour lutter contre la corruption. Je dois dire que la gouvernance est d'autant plus améliorée que nous avons aujourd'hui un programme supérieur de spécialisation en finances publiques, parce qu'il y a des gens qu'on forme à l'école normale supérieure, par exemple, qui deviennent des gestionnaires des crédits publics. Et en devenant des gestionnaires de crédits publics, ils commettent parfois des fautes de gestion sans savoir qu'ils sont en train de détourner les deniers publics ou bien qu'ils sont en train de commettre des fautes de gestion. Et ce sont ces fautes de gestion qui les amènent parfois devant le CDBF et après devant le tribunal de première instance, après le tribunal de grande instance et pour finir devant le TCS quand le montant détourné est supérieur ou égal à 50 millions de francs CFA. Alors, nous sommes en direct, il est minuit moins le quart. Donc, il faut que les gens continuent à se former. Il est minuit moins le quart. Le débat également se poursuit sur nos plateformes numériques, sur les réseaux sociaux. C'est l'heure des internautes online. On va accueillir Gladys Selebouda. Bonsoir Gladys. Bonsoir Aimé Robert et bonsoir à tous. C'est également politique online sur nos pages Facebook et Twitter. Et ils sont nombreux à nous suivre en direct sur Facebook et beaucoup pensent que la lutte contre la corruption aujourd'hui encore avance à reculons. C'est l'avis de Luther Pokwo Olinga qui dit que les choses s'empirent aujourd'hui puisque la corruption est devenue une véritable gangrène. Et Youssouf Matsiemo de renchérir. Pas un seul Camerounais ne semble avoir peur de distraire le peu des trésors publics qui passent à son niveau. Réaction de Karim Roufaou, demandez aux enseignants qui attendent les avancements et les rappels, si la corruption a baissé, ils vous répondront par la négative. Négation aussi pour Brice Laurent Sengue de Soi, puisque les commissions créées par le gouvernement pour lutter contre la corruption ne peuvent pas entamer des poursuites judiciaires. Donc, on pourrait dire que ces commissions sont des chiens qui ne mordent pas. Pour Chamba, les choses ont changé, mais en pire. La corruption est plus étendue
et à ciel ouvert. Pour Christian Bilégué, la question est rhétorique parce que on a beau avoir la CONAC, le Consupé, etc. On ne ressent pas vraiment ce fléau diminuer. Il n'y a qu'à voir certains de nos policiers et gendarmes sur nos routes. Ils se font du beurre auprès des taximens. Suivez mon regard. Beaucoup reste à faire, sinon on aura toujours nos yeux pour pleurer. Alain Ewodo, qui nous regarde depuis Madagascar, pense que les avancées restent minimes parce que les différents rapports ne sont pas suivis de poursuites judiciaires. Pour Roger Cabelon, la lutte contre la corruption est un long serpent de mer au Cameroun. La fameuse opération Épervier, pourtant salutaire au début, est restée lettre morte en raison de la non-application de l'article 66 de la Constitution, du faible revenu des agents publics ou encore des lobbies qui ont pris en otage le pays. Moins pessimiste, Aimé Robert, certains internautes perçoivent un brin d'évolution dans la lutte contre la corruption, comme Eriko Panebeng de Kribi, qui estime que les choses ont beaucoup changé avec la volonté gouvernementale et l'impulsion du chef de l'État. Ceux qui sont en prison en sont l'exemple et la lutte continue. Écho concordant également dans ce commentaire de Ladibé Mandel de Maroua. Il estime que des efforts considérables sont faits par le gouvernement pour éradiquer cette art sociale qu'est la corruption. Dans l'entre-deux, Ruben Djaourou reconnaît aussi qu'un effort considérable est fait dans le sens d'éradiquer la corruption. Cependant, la question reste qu'il faut accorder les pleins pouvoirs aux institutions et appliquer l'article 66 de la Constitution encore une fois. Pour Amadou Tidjani, depuis Guédère, endiguer le problème commence par une coordination de toutes les instances de lutte contre la corruption, l'élaboration d'une loi anticorruption et la dématérialisation des services publics. Julius Awanfon pense qu'il serait mieux de se concentrer sur les causes de la corruption en augmentant les salaires, en recrutant des personnes plus compétentes et en respectant le choix du peuple. William Domou, pour sa part, pose un préalable. Tant que chacun de nous, où qu'il soit, et quel que soit le poste qu'il occupe, n'a pas la volonté de barrer la route à la corruption, elle ne fera qu'empirer. Voilà condensé, Aimé Robert, les réactions sur notre page Facebook, C'est Politique CRTV. Merci Gladys. Y a-t-il une ou deux questions précises? Oui, quelques questions, celle notamment de Laurent Brice Nsengue, qui se demande si ceux qui sont arrêtés dans le cadre de l'opération Épervier sont réellement des détourneurs de fonds ou alors des adversaires politiques. Quand nous voyons un ancien directeur à la richesse insolente avec des poubelles en or Louis Vuitton se balader en toute liberté, c'est révoltant. C'est l'avis de Laurent Brice Nsengue et Maxime Kevin qui demande quelles sont les mesures de recouvrement de fonds prises par l'État en ce qui concerne l'enrichissement illicite, qui est une forme de corruption. Romaric Chamgoué, une vraie séparation des pouvoirs ne serait-elle pas une issue? Et Arnold Aonkeng demande si, au fond, les autorités ne sont pas complices de la corruption. Merci Gladys d'être venue nous voir et de nous avoir relayé toutes ces contributions sur nos plateformes numériques, sur les réseaux sociaux. Merci. Et je voudrais, avant peut-être de relayer ces questions qui illustrent combien la perception que l'opinion a de la lutte contre la corruption sur ces avancées, je vais vous interroger, que faut-il faire? Que faire? Que faire pour matérialiser définitivement, même si c'est un process de longue haleine, la volonté de limiter les dégâts, pour dire ainsi? Oui, je crois que le problème pour moi est surtout politique, parce que nous avons parlé de corruption tout à l'heure, on a oublié un peu la corruption politique, c'est-à-dire la corruption électorale. Pourquoi les gens cherchent toujours à gagner, cherchent toujours à rester au pouvoir? Et ces gens qui détournent sont de ce camp-là. On n'a jamais voulu que d'autres arrivent au pouvoir. Il y a une corruption électorale terrible dans notre pays. Vous ne pouvez pas gagner une élection correctement si vous êtes de l'autre côté, dans un autre parti. Alors que faire? En quelques secondes, parce qu'il nous reste peu de temps. Il faut donc aérer la scène politique. Il faut que les élections soient effectivement transparentes pour que si quelqu'un gagne, c'est qu'il a effectivement gagné, pas parce qu'on a donné, on a distribué le riz, le maquereau, etc. Ça, c'est un achat de conscience qui fait que les mêmes personnes restent au pouvoir et les mêmes personnes continuent à détourner. Mais maître, que faire pour enrayer la spirale?
la corruption est beaucoup plus prononcée dans le secteur public du côté des salariés, même si d'autres collaborateurs non salariés viennent l'envenimer, notamment dans le cadre des attributions des marchés publics et consorts. Alors moi je pense, le fonctionnaire camerounais est très mal payé. Si on pouvait revaloriser les revenus salariaux du personnel de l'État et en retour, renforcer le contrôle des gestionnaires de fonds publics ça fera avancer la répression, alors je pense que ça fera avancer les choses. Ça fera avancer les choses. Alors, je m'en voudrais ne pas poser cette question rapidement à l'avocat. En même temps, la campagne de lutte contre la corruption, c'est le printemps des avocats. Ça vous fait beaucoup d'affaires. Que ce soit ceux qui défendent les accusés. Ne parlons pas des avocats de l'État. J'imagine que vous êtes bien servi. Merci, Aimé Robert. Mais votre confrère dit que vous êtes des enfants gâtés. Je voudrais d'abord... on n'a plus beaucoup de temps, mais 30 secondes. Il reste 30 secondes. Parce que nous sommes en direct, on doit prendre le journal de minuit dans quelques minutes. S'agissant du premier volet de votre question, moi je suggère que le législateur camerounais institue une infraction appelée enrichissement illicite. Et à ce moment, il appartiendra à celui qui excipe sa fortune de prouver comment est-ce qu'il s'est enrichi, si c'est de manière honnête ou malhonnête. Pour répondre à votre question, c'est une question très intéressante parce que vous avez 10 secondes pour y répondre. Nous sommes l'enfant pauvre de cette opération parce que il y a des dysfonctionnements dans notre administration. Je ne le dirai jamais assez. La haute hiérarchie a déjà instruit le ministre des Finances de payer les honoraires des avocats de l'État et la présidence a instruit, le premier ministre, chef du gouvernement, a donné des instructions écrites. Je ne casse pas la baraque, mais je dois dire la vérité. Vous l'avez le linge sale en famille. Non, vraiment, nous, les avocats de l'État ne sont pas payés. Je le dis solennellement. Si ça continue comme ça, vous allez traverser. Non, nous n'allons pas traverser. Allez du côté des avocats. Nous sommes... Parce que vous êtes payé, donc quand même, Maître Honoré. Ils peuvent rejoindre votre cas, vous êtes payé au moins. Nous sommes des patriotes. Nous faisons du sacerdoce. Nous sommes des patriotes, mais nous sommes convaincus que la haute hiérarchie de la République va frapper. Non, la haute hiérarchie, l'avocat ne s'agenouille pas. Non, quand nous agenouillons, c'est pour demander... Bon, honorable, quand que... On s'arrête devant un autre... Permettez, honorable, une solution, moi je pense à ce que chaque Camerounais fasse sa propre révolution humaine. Parce que si chaque Camerounais fait sa propre révolution humaine, je crois que sur toute l'étendue du territoire national, il pourra avoir un changement de comportement. Et s'il y a un changement de comportement, cela va se ressentir au niveau de notre vie quotidienne et surtout au niveau de la gestion des biens publics. Merci, messieurs, d'être venus à cette édition de ces politiques. On n'aura pas le coup politique ce soir, faute de temps. On devait diffuser un sujet de Patrick Fouda sur la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui commence effectivement le travail ce mercredi avec toute la forte attente que charrie cette commission. Je vais vous proposer rapidement quelques ouvrages à lire avec l'accompagnement de notre réalisateur Raymond Joya Lindou. Il y a d'abord cet ouvrage de Maître Charles Tchungang qui parle de l'impossible justice au Cameroun. C'est son avis où il revient sur ce qu'il appelle l'inconfort de tous les gens de justice, dont l'inconfort qui est donc analysé dans cet ouvrage, notamment les lenteurs judiciaires qui grippent la machine judiciaire et le système pénitentiaire et j'en oublie. Il y a également ces ouvrages du tout nouveau président du tribunal criminel spécial Emmanuel Ndjere. D'abord, le voix du juge d'instruction au juge d'instruction, quel cheminement pour quel résultat et il nous rappelle donc ce que c'est que l'information judiciaire, elle renvoie et également son évolution depuis 1961 à nos jours. Et également cet autre ouvrage d'Emmanuel Ndjere, La justice, la vérité et le bonheur, et l'auteur qui s'arboute sur sa riche expérience
pour revisiter donc les bienfaits de la vérité et de la bonne justice dans une société. C'est des ouvrages à lire pour vous permettre de mieux vous pénétrer de ce sujet. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles et j'annonce que, évidemment, ce soir, l'actualité était à ce match amical préparatoire à la Coupe des Confédérations. Le Cameroun a perdu 4-0 face à la Colombie. Et le temps de la Coupe des Confédérations qui démarre ce week-end, il y aura une programmation spéciale sur la CRTV. Je vous retrouverai donc le mardi 4 juillet dans le cadre de cette émission de C'est Politique après la Coupe des Confédérations. Merci messieurs. Bonne nuit sur la CRTV. L'information se poursuit. « 1998 francs. Ventilé comme... Et savez-vous, non, on va parler de 102 milliards, ça nous suffit. Mais savez-vous combien l'État a pu recouvrer? Oui, nous avons les statistiques. L'État, il y a eu des restitutions. Ce que l'article 8 de la loi de 2011 portant création du tribunal criminel spécial a prévu en son article 18. À titre de rappel, le législateur camerounais a prévu la restitution du corps du délit comme monnaie d'échange pour certains délinquants économiques qui veulent se soustraire aux peines privatives de liberté. Et ces restitutions au 31 décembre 2016 était de l'ordre de 3 milliards 556 millions 656 708 francs CFA. Et à moins d'être de mauvaise foi, on ne peut pas dire qu'à ce jour, le tribunal criminel spécial n'a pas donné des résultats. Et il y a donc également le résultat escompté même. On va revenir sur le résultat escompté. Permettez que votre confrère, lui, puisse jeter un regard peut-être sur un autre prisme. Peut-être va-t-il corroborer vos propos sur les attentes que cristallisait le TCS 5 ans après. Que pouvez-vous en dire? Je dois d'abord commencer par dire que parler de la lutte contre la corruption en s'arrêtant seulement sur le terme corruption, ça fausse la terminologie pour les juristes. Le tribunal criminel spécial, puisque de ça qu'il s'agit, ne juge pas les faits de corruption. Du moins, à ce stade du débat, nous parlerons également des autres instruments mobilisés. Je veux dire que le tribunal criminel spécial juge les faits de détournement de deniers publics. Et dans le code pénal, la corruption, c'est une infraction autonome distincte de détournement de deniers publics. Or, dans l'esprit qui avait été mis en place par les politiques, notamment par le chef de l'État dont il parle, il ne s'agissait pas seulement de lutter contre le détournement de deniers publics. Il était question, n'est-ce pas, d'enseigner les mœurs. Enseigner les mœurs implique la lutte, non seulement contre le détournement de deniers publics, mais aussi contre la corruption, également contre l'enrichissement illicite, le blanchissement d'argent et autres. Alors, je dis bien, le tribunal criminel spécial a été créé simplement pour juger les faits de détournement de deniers publics, qui est une infraction distincte des autres dont je parlais et qui également porte gravement atteinte à la moralité publique. Est-ce que le tribunal criminel spécial, 5 ans après, a été à la hauteur des attentes? De l'autre côté, on me dit oui. Oui, parce que on a condamné beaucoup de gens. Oui, parce qu'on a recouvré beaucoup d'argent. Mais alors, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, l'arsenal des dispositions juridiques qui avaient émaillé les textes qui ont créé le tribunal criminel spécial, il faut voir, il y avait un problème de célérité. Toute la procédure est enfermée dans des délais. Est-ce que ces délais sont respectés? Les droits de la défense, est-ce que
les droits de l'enfant sont respectés là-bas. La présomption d'innocence, est-ce que la présomption d'innocence est respectée au tribunal criminel spécial? S'il faut faire, n'est-ce pas, tout ce... Alors, sur les délais, justement, selon l'article 9 donc, de cette loi créant le TCS est modifié. En juillet 2012, l'information judiciaire, précisément, devait durer 6 mois. Dans un délai de 6 mois. Et le législateur a été bien précis. Il dit 6 mois entre parenthèses 180 jours. 180 jours. Alors, dans les faits, est-ce que les 940 personnes passées en jugement, selon les chiffres de Maître Nomo, l'information judiciaire a été clôturée dans ce délai de 6 mois? Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'ai connu des dossiers où l'information judiciaire allait au-delà de 2 ans. Or, je suis allé jusqu'à saisir même le juge de l'habeas corpus pour demander la libération immédiate des personnes poursuivies parce que, effectivement, dans le code de procédure pénale, il est bien dit que lorsque vous ne pouvez pas clôturer votre information judiciaire au-delà, dans les limites fixées par la loi, c'est-à-dire 6 mois pour les délits renouvelables une seule fois et renouvelable 2 fois pour le crimes, c'est-à-dire 18 mois, alors le texte dit vous êtes obligé, c'est-à-dire vous, le juge, êtes obligé de mettre l'inculpé en liberté. Au tribunal criminel spécial, le texte ne vous dit pas de le mettre en liberté, on dit seulement que si vous dépassez, vous juge, vous êtes passible des sanctions disciplinaires. Et c'est la réponse qu'on m'a donnée lorsque le juge d'instruction dans mon dossier a prorogé le mandat de détention provisoire dans les limites anormales. C'est une détention anormale longue. Je suis allé à la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour suprême. On m'a dit que non. La loi ne dit pas que cette carte de détention est nulle. On dit seulement que celui qui a débordé est passible des sanctions disciplinaires. Alors, qui doit sanctionner? La sanction, c'est qui? C'est le justiciable? Alors, il y a l'information judiciaire, mais il y a également la décision définitive. Elle-même, là également, il y a des délais. 9 mois maximum, il me semble. Non, la juridiction du jugement. À la juridiction du jugement, on dit... Et je crois que lorsque le président, au niveau du congrès de Bafoussam en 1980, le président Ahidjo c'est lui qui avait prononcé le mot rigueur et moralisation. Pour la première fois, c'était un fonds de commerce qu'il léguait à son successeur constitutionnel. C'est peut-être bien que, comme le RDPC a toujours revendiqué la rigueur et la moralisation, qu'on lui attribue aussi le début de la corruption au Cameroun. C'est tant mieux, c'est bien fait pour eux parce que c'est pas moi qui viendrai les défendre. Mais moi, je sais que si la corruption n'avait pas existé, le président Ahidjo n'aurait pas parlé de rigueur et de moralisation 2 ans avant son départ. Donc, je crois que la corruption, c'est quelque chose de très difficile à combattre dans notre pays parce que c'est ancré dans le Camerounais. C'est-à-dire le Camerounais, c'est le paraître, ce n'est pas tellement l'être. C'est-à-dire on veut montrer comment on dépasse les autres et comment on ne peut pas avoir les preuves de ce qu'on dépasse les autres en travaillant et peut-être parce que les salaires sont bas. Il faut donc plonger la main dans les caisses de l'État pour montrer qu'on dépasse les autres. C'est pour ça que c'est difficile à combattre parce que ça a été comme ça depuis des décennies. C'est comme ça que nous fonctionnons. Il faut que les Camerounais reviennent au fait que c'est le bien commun qui est important. Le bien privé, vous avez 10 maisons à étage, vous avez etc., 20 voitures. Vraiment, lorsqu'à un moment donné, vous ne pouvez rouler que dans une seule voiture, il faudrait qu'on mette ça dans la conscience des Camerounais. C'est à ce niveau-là un problème d'éducation sérieuse. C'est à ce niveau-là, je crois qu'on va commencer à combattre vraiment la corruption avant d'en arriver donc aux mesures coercitives. Alors, c'est dans ce contexte, Nomo Beyala, que a été créé le tribunal criminel spécial par cette loi du 14 décembre 2011. Elle a été modifiée en juillet 2012 et a une entrée effective en fonction le 16 octobre 2012. Alors, 5 ans après,
est-ce que, de manière globale, ainsi, une question ouverte, le TCS a été à la mesure des attentes? Merci, Aimé Robert. Je dois préciser que la lutte contre la corruption, ou tout au moins son intensification, ne date pas de la création du tribunal criminel spécial. Monsieur le député l'a dit tout à l'heure, il y a même eu une période de sensibilisation. Le chef de l'État, le président Paul Biya, lors de ses multiples adresses à la nation, cela fut à l'occasion. Évidemment, il y a eu cette période de sensibilisation. On ne va pas y revenir. Je vous interrogeais donc sur la mise en œuvre des mécanismes, des dispositifs déployés par le chef de l'État. Entre autres, donc, il y a eu ce TCS créé, nous a-t-on dit, pour accélérer la lutte en combattant notamment un certain nombre de faiblesses comme les lenteurs judiciaires. Est-ce que 5 ans après, à l'épreuve des faits, le TCS a été à la hauteur des attentes? Je répondrai par l'affirmative. Le tribunal criminel spécial a été à la hauteur des attentes du peuple camerounais, à moins qu'on ne soit de mauvaise foi. Parce que, en début d'émission, vous nous avez amené à suivre un élément qui a été bien monté, bien préparé par votre confrère. Et là, il a bien précisé qu'au cours d'une conférence de presse, il y a de cela 2 ans, le ministre de la Justice, ministre d'État, garde des Sceaux, a donné des statistiques fiables. Et à ce jour, ces statistiques ont même évolué. Moi, en début d'année, j'ai mené une étude personnelle pour être l'un des avocats de l'État dans ce que l'on a appelé opération épervier. Ces statistiques ont évolué et au jour d'aujourd'hui, ces statistiques, on peut les prendre en compte jusqu'au 1er janvier 2017. Au 1er janvier 2017, le tribunal criminel spécial avait déjà rendu 150 décisions. Et sur ces 150 décisions, il y a eu des condamnations pécuniaires, à savoir les amendes et dépens, et les dommages et les condamnations aux dommages intérêts. Je me suis amusé à entrer dans les chiffres. Le tribunal criminel spécial au 31 décembre 2016 avait déjà jugé 940 personnes et avait déjà poursuivi. 940 personnes ont été poursuivies, 304 personnes ont été jugées et les condamnations pécuniaires qui ont été prononcées par cette juridiction sont de l'ordre de 102 millions 450 102 milliards 102 milliards autant pour moi, 102 milliards 457 millions 238. Le tribunal criminel spécial a 6 mois pour... Oui. Mais on peut ajouter 3 mois. Je dis à 6 mois. Attendez. La juridiction du jugement a 6 mois pour rendre la décision. Si au bout de 6 mois, ils n'ont pas pu, quand on dit ils, parce qu'ils sont 3 magistrats qui puisqu'on statue en collégialité, alors ils doivent demander au président de la juridiction l'autorisation de prolonger de 3 mois supplémentaires. Et ça, c'est un délai. Parce que le président de la juridiction ne peut accorder cette prolongation de 3 mois qu'une seule fois. Nous sommes
je suis dans une procédure où nous sommes devant le tribunal criminel spécial depuis bientôt 4 ans. Et pour vous dire, les juges n'ont même pas eu la courtoisie de demander cette autorisation au président du tribunal afin qu'il le... Oui, bien sûr. Oui. Oui, je voudrais réagir face aux déclarations de mon confrère. Je parle avec une certaine conviction parce que depuis l'ouverture de cette juridiction, je me suis occupé d'un certain nombre de dossiers. Il accuse le tribunal, surtout les juges du siège, de ne pas respecter les délais impartis par la loi. Je voudrais préciser ici que rendre justice n'est pas du tout facile. Le juge ne peut pas être à un moment donné celui-là qui applique de manière automatique, de manière automate les décisions de justice. Nous sommes soucieux du respect de la loi. Mais ce que je voudrais rappeler à mon confrère, c'est que le plus souvent, c'est nous-mêmes plaideurs, surtout lorsque nous nous retrouvons du côté de la défense, qui créons toutes sortes de manœuvres dilatoires. Je vais vous prendre le cas d'un dossier il a parlé d'un dossier qui est pendant depuis 4 ans. Je peux dévoiler ce dossier, confrère. Je m'imagine qu'il s'agit de l'affaire État du Cameroun, ministère des Forêts contre Capture Tagne et autres, ayant pour civilement responsable Afriland Bank Cameroun. Dans cette affaire, les confrères qui occupent pour les accusés ont multiplié tellement de recours au point qu'à ce moment précis, la procédure, un recours intenté par un confrère, un pourvoi à la Cour suprême, a bloqué le dossier depuis plusieurs mois. Et je voulais donc dire qu'on doit tenir compte d'un certain nombre de réalités. Au tribunal criminel spécial, qu'on soit en phase d'instruction ou en phase de jugement, il peut s'avérer que pour des besoins de bonne administration de la justice, qu'on prononce même des commissions rogatoires qui devraient intervenir hors du Cameroun, et cela va prendre du temps. Alors, et si les juges du tribunal criminel spécial passaient outre les demandes le plus souvent introduites par les plaideurs eux-mêmes, on accuserait ce tribunal de non-respect des droits de la défense. Ok, c'est entendu. Alors, vous répondez, et puis l'honorable Kanga. Je dois dire, il n'y a aucune excuse que l'on peut avancer dans le cas, ou bien à l'occasion de la violation d'une loi. Violation des textes de loi qui ont été... Parce que c'est même une injure, c'est même un manque de respect, n'est-ce pas, aux députés qui sont allés voter cette loi à l'Assemblée nationale. Que l'on se trouve, n'est-ce pas, en train de dire que non, oui, la loi a dit ceci, mais on a été obligé de la violer parce que il y a eu, je dis, là, dans un État qui se dit de droit, comme le Cameroun, on devrait se garder de tenir, n'est-ce pas, de tenir ce genre de propos. Deuxièmement, excusez-moi, monsieur, je dois vous dire, on vous dit que il y a des avocats qui multiplient des procédures dilatoires. Toutes les exceptions, encore que toutes les exceptions au tribunal spécial, la loi dit qu'elles sont jointes au fond. Sauf celles qui touchent au problème de nullité d'ordre public. Alors elles sont déférées à la Cour suprême et la loi impartit un délai de 15 jours au juge de la Cour suprême pour statuer sur ces exceptions-là. Alors, si le dossier doit aller passer 1 année, 6 mois à la Cour suprême, alors qu'on continue de dire que c'est parce que les avocats... Alors, messieurs, on va sortir de votre duel, on va revenir à vous, le temps d'interroger l'honorable, puisque justement, c'est vous qui avez voté cette loi. Est-ce que 5 ans après, au regard de la pratique, il n'est peut-être pas temps de peut-être penser à revoir, notamment sur les délais, parce que précisément le T16 avait été mis en place et vanté à l'époque
comme une juridiction qui allait précisément pouvoir accélérer les procédures, mais si dans les faits, ces 6 mois au bout desquels doivent être clôturées l'information judiciaire ne sont pas toujours pratiques au regard d'un certain nombre d'aléas et de variables. Un grand administrateur de ce pays avait dit que la loi est faite par les hommes et peut être refaite par les hommes. Je voudrais tout simplement dire que aucune loi n'est parfaite parce que l'homme qui l'élabore n'est pas parfait. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé de parler quand même du processus. Et dans ce processus, alors si la loi n'est pas parfaite, mais est-ce que les hommes ne doivent pas, s'astreindre à l'appliquer autant que faire se peut? On essaye de l'appliquer et c'est de l'application de cette loi qu'il s'agit. Mais je voudrais quand même dire que la lutte contre la corruption au Cameroun ne se limite pas à un débat, n'est-ce pas, au niveau du TCS. Et il y a d'autres institutions. Nous avons le Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un privilège de vous retrouver pour cette 26e édition de votre magazine de débat. C'est politique sur la CIAC-TV, alors que les couloirs de la magistrature vivent au rythme des allées et venues des personnels suite au vaste mouvement consécutif au Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l'État mercredi dernier. Il ne vous a pas échappé que le tribunal criminel spécial a vu arriver à sa tête un nouveau président, le deuxième depuis l'entrée en fonction du TCS au 16 octobre 2012. C'est l'occasion pour nous de revisiter le chemin parcouru par plus d'une décennie d'accélération de la croisade contre la corruption. Avec en fil d'Ariane une question centrale. Les choses ont-elles vraiment changé dans la gouvernance financière de l'État du Cameroun? Invité au débat ce soir des politiques, tout d'abord l'honorable Joseph Kanke. Bonsoir honorable. Bonsoir. Vous êtes député RDPC de la MIFI, membre de la commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale qui est en session en ce moment. Vous êtes par ailleurs au plan universitaire maître de conférences de droit public à l'université de Tchang. Auteur de plusieurs publications, j'en ai retenu une, la réforme de l'État par la performance. En face de vous, un autre politique, Joachim Tabiono, bonsoir. Bonsoir, Aimé Robert. Monsieur le Président de la MEC, ancien candidat à l'élection présidentielle, peut-être vous verra-t-on de nouveau défier le candidat du RDPC en 2018? J'ai dit, qui vivra verra. Alors, les habitués des prétoires sont également des nôtres ce soir. Tout d'abord, Maître Nomo Beyala. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Aimé Robert. Vous êtes avocat depuis un quart de siècle, avocat au barreau du Cameroun, et vous défendez ces dernières années les causes de l'État dans plusieurs affaires, précisément dans le cadre de la campagne d'assainissement de la vie publique lancée par le président Paul Biya. En face de vous, un autre avocat, Maître Fernand Honoré Tagoué-Mekong. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Rémi. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun depuis 17 ans. Et vous avez choisi le camp d'un certain nombre de personnalités accusées dans le cadre de cette campagne de lutte contre la corruption. C'est dire que l'un et l'autre, vous êtes au fait d'un certain nombre de dossiers brûlants dans le cadre de la croisade contre la corruption. Cette campagne d'assainissement de mers publiques qui a déchaîné jusque-là des passions et donné du grand amour à bien d'acteurs et d'observateurs. Revivons ces regards croisés dans ce verbatim que signe Rodrigue Bertrand chez nous. Le Conseil supérieur de la magistrature, à l'issue de ses travaux du 7 juin 2017, a procédé, entre autres actions, à des nominations dans le monde judiciaire. De ces vastes mouvements, parmi les nominations qui font les choux gras de la presse, figure en bonne place celle d'Emmanuel Djéré comme président du tribunal criminel spécial en lieu et place de Yap Abdou, promu premier avocat général près la Cour suprême.
Le TCS fut créé le 14 décembre 2011 dans la mouvance de la campagne de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics engagée par le président de la République sous l'appellation Opération Épervier. Normal que le départ de son président pionnier soit le prétexte à un regard panoramique sur le chemin parcouru dans la croisade contre la corruption. Le bilan de la contribution du TCS a aujourd'hui largement dépassé celui qu'en faisait le ministre de la Justice garde des Sceaux en octobre 2015 lorsqu'il disait 129 dossiers entrés dans les cabinets d'instruction avec 223 inculpations et 40 non-lieux, 41 décisions d'arrêt de poursuite avec environ 3 milliards 410 millions de francs CFA au titre de restitution du corps du délit, 146 condamnations à des peines d'emprisonnement assorties d'amendes et de frais de justice, 78 acquittements, près de 30 milliards de dommages et intérêts prononcés en réparation du préjudice subi par l'État. Malgré ces performances aujourd'hui largement dépassées, certains ont du mal à tresser des lauriers à la campagne de lutte contre la corruption. Michel Monbiot du mouvement réaliste déclare: à la lecture de certaines décisions de justice, les citoyens tombent à la renverse quand ils lisent les sommes abyssales représentant les frais de justice et autres dépenses mis à la charge des condamnés dans certains dossiers. Le recouvrement ou la récupération de ces sommes par le trésor public demeure une illusion du fait que le patrimoine des mises en cause n'a aucune corrélation avec les sommes qui sont mises à tort ou à raison à leur passif. Théophile Yimgay Moyo, homme politique, soutient que depuis la création de la CONAC, et particulièrement depuis 2013, les Camerounais ont constaté que la corruption continue de gangréner notre société. Certains de nos compatriotes continuent de défier cette institution et il devient urgent de poser la question de son efficacité, mais déjà de son destin qu'il importe de questionner. Jean Takungang du SDF en rajoute une couche. La CONAC n'a pas de réel impact sur la lutte contre la corruption au Cameroun. Car la meilleure façon de ne rien faire est de créer beaucoup d'institutions sans réel pouvoir pour faire la même chose sans donner une véritable responsabilité à aucune d'elles. Il y a la CONAC, la NIF, la Chambre des comptes, les cellules dans les ministères, mais aucune parmi ces institutions n'a le pouvoir de traîner les suspects devant la justice. Ces critiques n'ont pas découragé la campagne contre la corruption qui s'est poursuivie et se poursuit dans les administrations. À la police, les ripoux ont été sanctionnés sévèrement ces dernières années. Des sanctions qui n'ont pas épargné les hauts gradés. Et sur ce plan, Martin Barganguele, le DGSN, a tenu la promesse faite à son arrivée à la tête de ce corps. Tout policier qui ira à l'encontre de la loi sera puni convenablement et ceux qui se démarqueront positivement par leur travail seront promus et récompensés. La gendarmerie n'est pas en reste. Dernière preuve en date, les décisions prises la semaine dernière à l'encontre de 2 Pandores coupables d'actes de corruption à ciel ouvert. Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense, révèle: les intéressés ont été déchargés de leurs fonctions respectives et mutés dans l'intérêt du service. Ils seront en outre traduits devant le Conseil de discipline. Une enquête judiciaire a par ailleurs été ouverte en vue de leur poursuite devant le tribunal militaire. Certaines administrations ont tout simplement coupé l'herbe sous les pieds des corrupteurs et des corrompus. Illustration, le ministère des Marchés publics, dont Abbas Sadou, le chef du département, annonce fièrement: la réforme des marchés publics a permis d'économiser 500 milliards de francs CFA en 5 ans. Tous ces efforts ont permis au Cameroun de subir avec succès l'examen du processus d'internalisation des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
et Dieudonné Massigams, président de la CONAC qui l'annonça, précisait: il s'agit là d'un indicateur fiable qui démontre que la lutte contre la corruption connaît des avancées pertinentes et que notre pays a désormais une expertise à faire valoir en la matière. Ainsi, 11 ans après la mise en route de la campagne de lutte contre la corruption, il existe des avancées et résultats qui permettent de voir le verre à moitié plein et des manquements et insuffisances qui font le verre à moitié vide. Honorable, quand la lutte contre la corruption, c'est une croisade qui date depuis l'avènement du renouveau, mais on a connu une accélération il y a un peu plus d'une décennie, au début de l'année 2006, et avec une vague d'arrestations de hautes personnalités. Et on se souvient qu'à l'époque, cette vague d'arrestations avait été accompagnée par une espèce de consensus républicain, et même qu'au RDPC, il y a eu des meetings, des marches de soutien au président Paul Biya, l'appelant véritablement à lutter contre la corruption. Ironie de l'histoire, d'ailleurs, un certain nombre de personnalités ressources du RDPC, comme on disait à l'époque, qui, organisateurs de ces marches, allaient se retrouver quelques mois plus tard, elles-mêmes indexées. Et de cette vague de soutien, on a l'impression que plus d'une décennie plus tard, on est partagé entre une relative indifférence aujourd'hui, quand ce n'est pas carrément des contestations sur la manière dont cette opération est menée. Moi, je pense que, comme vous l'avez si bien dit, depuis le 2 février 2006, l'opération Pervis a été lancée, mais avant que cette opération soit lancée, le renouveau, comme vous connaissez très bien les principes, n'est-ce pas, est basé sur la rigueur, la moralisation des comportements. Et au niveau du RDPC, parti au pouvoir, mon parti politique, des efforts ont été faits par le gouvernement de la République. Et à partir du 2 février 2006, l'opération Épervier, n'est-ce pas, qui punit avec des peines assez lourdes, n'est-ce pas, tous ceux qui portent atteinte à la fortune publique. Je pense que ces personnalités, comme vous avez cité, sont nombreuses aujourd'hui en prison. Et je ne pense pas qu'il y a à relativiser justement cette opération, parce qu'elle continue, elle n'est pas arrêtée. Et à mon avis, chaque fois on dit ça va reprendre, et après ça reprend. Toujours est-il que cette opération, c'est un processus, et ce processus continue. Et je pense que les Camerounais sont arrivés à avoir une conclusion aujourd'hui que quand on regarde les membres du gouvernement, ceux qui exécutent le budget de l'État au quotidien, les ordonnateurs des crédits publics, les comptables publics, les gens ont peur. Les gens ont peur de toucher à la fortune publique. Et parce que les gens ont peur de toucher à la fortune publique, je pense que cette lutte s'avère efficace. De nombreuses institutions ont été créées. Absolument. La CONAC a été créée, la NIF a été créée. On va revenir sur... Aujourd'hui, je pense que cet arsenal institutionnel joue véritablement son rôle, et on ne peut pas relativiser les actions qui sont en train d'être menées contre la corruption. Président Joachim Tabi-Oyono, vous avez la même perception 10 ans après, en prenant évidemment pour repère, pour référentiel, février 2006, avec cette nouvelle dynamique dans la lutte contre la corruption. Oui, merci beaucoup. Je voudrais corriger un peu, c'est Joachim Tabi-Oyono. Je voudrais dire que la corruption n'existe pas seulement depuis l'avènement du renouveau. La corruption existe depuis le président Ahidjo,